Nous allons passer un temps en plusieurs temps. Le premier temps va vraiment être dédié à écouter Guillaume et Florian pour qu'ils puissent nous partager leurs expériences, tous leurs enseignements, toutes les richesses qu'ils ont acquises dans cette grande aventure dans laquelle ils se sont lancés. Ensuite, il y aura des temps d'échange en sous-groupe pour que vous puissiez aussi, sur la base de là où vous en êtes aujourd'hui, de vos besoins aujourd'hui et puis de tout ce que vous aurez déjà entendu de la part de Guillaume et de Florian, et bien que vous puissiez avancer vous-même. Pendant tout le temps du webinaire, vous pourrez poser vos questions dans le chat et puis après ce temps d'échange en sous-groupe, nous aurons de nouveau un temps collectif dans lequel Guillaume et Florian pourront répondre à toutes les questions que vous aurez posées dans le chat pendant cette soirée. Que vous dire d'autre? Je vous ai parlé de l'enregistrement. Oui, à un moment donné, je vous donnerai un lien vers un document de récolte pour que vous puissiez profiter de toute la richesse qui va ressortir à la fois des interventions et des témoignages de Guillaume et de Florian, et puis de tous vos échanges en sous-groupe, donc pour que vous puissiez avoir accès à toutes ces richesses-là pendant bien sûr, et puis après le webinaire. Et puis, je vous propose que nous commencions et que nous allions directement dans le vif du sujet. Et Guillaume, Florian, bienvenue. Ah oui, et pour tout le monde, ce webinaire me tient particulièrement à cœur parce que Guillaume et Florian se sont lancés dans cette aventure dans laquelle vous êtes, ou vous avez envie de vous lancer, et ont à leur tour profité aussi du soutien d'Alumni for the Planet pour les aider à aller un cran plus loin. Et donc ce webinaire me tient et nous tient à toute l'équipe Alumni for the Planet particulièrement à cœur, puisque vous êtes l'incarnation, Guillaume et Florian, de ce pourquoi nous avons nous avons décidé il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans maintenant, de créer Alumni for the Planet et de faire tout ce travail que nous faisons depuis 2 ans maintenant. Bienvenue, Jack. Donc, Guillaume et Florian. Et je vais commencer. Alors, je vais vous poser tous les deux des questions et puis je vais alterner sur qui commence pour répondre. Ça va être la surprise pour vous. Attention, qui se lance? La première question que j'avais envie de vous poser, c'est quel a été votre déclencheur, en fait? Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer là où vous êtes dans vos entreprises respectives? Alors, Florian. Moi qui me lance. Ouais. Ok. Du coup, bonsoir à tout le monde. Merci Gwenala pour l'invite. Qu'est-ce qui a été mon déclencheur? Je ne suis pas sûr que je puisse identifier un déclencheur en particulier, un événement précis. Par contre, dans ma tête, il y a quand même une année qui a été charnière dans mon parcours, c'est l'année 2020. Je ne sais pas si c'est parce que c'était une année Covid et que du coup j'avais plus le temps chez moi pendant les confinements à pas faire grand-chose. Mais en tout cas, j'ai commencé à me documenter pas mal sur tous les sujets d'écologie, on va dire, mais principalement de climat, de dérèglement climatique et d'urgence climatique. Donc j'ai lu des dossiers, des articles, regardé des vidéos de vulgarisation, assisté à des conférences en ligne, etc. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je connaissais rien du tout à ce sujet, alors que c'était quelque chose qui me semblait me concerner même depuis longtemps, mais je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses que j'avais pas bien en tête, des ordres de grandeur que j'avais pas, des choses que j'avais mal comprises. Et du coup, plus je me renseignais sur ce sujet, plus je me rendais compte que ça m'intéressait, mais aussi que j'étais loin de la réalité, donc je me suis pris pas mal de claques, comme on dit, notamment sur mon mode de vie, en fait, et de l'impact qu'il avait, dont j'avais pas forcément conscience. Donc, du coup, en 2020, j'ai commencé par déjà me poser la question, qu'est-ce que je pouvais faire moi pour changer et réduire mon impact environnemental et climatique en particulier, parce que j'ai commencé par ça. Donc, j'ai fait mon propre bilan carbone, je me suis sorti mon plan d'action pour essayer de réduire mon impact. Et je continue de le faire de toute façon parce que c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Donc ça, c'était en 2020. Et il se trouve qu'en 2020 aussi, je ne sais plus comment ça s'est passé, mais j'ai eu vent d'Alumni for the Planet, pour le coup. Donc je me suis inscrit sur la plateforme. Et effectivement, ça m'a pas mal aidé pour des raisons différentes, mais notamment déjà parce que c'était une base de connaissances qui était partagée sur ces sujets-là. Ça permettait de se documenter un petit peu. Et puis, il y avait surtout des webinaires qui étaient organisés avec des exemples de personnes qui étaient passées à l'action un peu plus loin que juste dans leur quotidien, mais aussi au sein de leur entreprise.
Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé, puisque du coup, voilà, après avoir mis en place des actions dans mon quotidien, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je peux faire dans mon travail, en fait, parce que c'est quand même une part importante de ma vie, et que ça va un peu plus loin que les actions individuelles. Donc, du coup, voilà, j'ai commencé à réfléchir à comment je pouvais faire pour m'engager un peu plus au sein de mon entreprise, en sachant enfin, j'avais vent de rien de spécial dans mon entreprise, il n'y avait pas spécialement de RSE qui existait ou d'initiatives que je connaissais qui étaient en place. Donc, j'avais l'impression que ce n'était pas un sujet qu'on abordait spécialement. Et du coup, ben, pour préparer un petit peu tout ça, j'ai assisté à des webinaires à l'Uniphore de Planète. Il y a eu des témoignages qui m'ont bien inspiré puisqu'ils correspondaient exactement à ce que j'avais en tête, ce que je voulais mettre en place dans mon entreprise. Je pense à celui d'Alexis Nicolas d'Octotechnologie. Et du coup, voilà, j'ai fait ça. Et puis aussi, on a pas mal échangé avec Gwenella ou avec d'autres personnes pour préparer un petit peu en avance de phase comment aborder ce sujet-là au sein de mon entreprise, avec qui, quels arguments, etc. Et donc, avec un peu tout ça en tête, je suis finalement allé voir un de mes directeurs d'agence. Du coup, moi, je travaille dans une agence qui est située à Lyon. Et du coup, voilà, je suis allé le voir en ayant un petit peu préparé en amont comment aborder le sujet, pour lui parler de tout ça, de comment je me sentais par rapport à ce sujet d'urgence écologique, et ce que j'estimais qu'on pouvait mettre en place au sein de l'agence, etc. Donc, ça s'est lancé un petit peu comme ça. Voilà, en gros, pour résumer, comment tout ça s'est lancé, quoi. Je ne sais pas si ça répond bien à la question, mais... Oui, merci Florian. Et pour toi, Guillaume, alors est-ce qu'il y a eu un déclencheur ou une suite de... Déclencheur, oui, et on va rester sur la même année, 2020 également. Déclencheur, j'ai commencé à travailler dans une nouvelle entreprise et en faisant les premiers jours, on va dire, en faisant le tour des bureaux et de l'entreprise, il y a des choses qui m'ont marqué et des choses que je considère d'un sens commun et basique, telles que le tri dans l'entrepôt ou le tri à la cantine, des choses que mes enfants font tous les jours, et le tri des cartons et emballages, autre chose que je fais tous les jours. Donc des choses vraiment basiques et standards qui étaient pas en place dans l'entreprise, et ça m'a vraiment choqué, parce que pour moi, ce sont des choses, encore une fois, de base. Après, d'un point de vue général, tout ce qui est question de développement durable et faire attention à ce qu'on fait dans la vie de tous les jours et au travail, ça fait quelques années que j'ai. Mais l'élément déclencheur, c'était vraiment 2020. Et au même moment, justement, j'ai aussi entendu parler de Alumni for the Planet via mon ancienne université de technologie, je crois. Et donc, j'ai commencé à regarder aussi quelques webinaires et le site web et à rejoindre les premiers webinaires, comment démarrer, etc. Et j'ai commencé, je suis quelqu'un qui, quand je ne suis pas d'accord avec quelque chose, je l'exprime. Donc, j'en ai parlé à la responsable des bureaux. Pourquoi on ne fait pas le tri à la cantine? Pourquoi on ne fait pas le tri dans l'entrepôt? Et en fait, elle avait eu la question la semaine suivante d'une autre personne qui avait commencé il n'y a pas si longtemps. Et en fait, on s'est retrouvé avec ce collègue-là qui avait exactement les mêmes envies et qui trouvait ça pas normal. Et c'est comme ça qu'on a commencé un petit groupe à 2, puis 3, puis 4, puis 5, puis 6, puis 8, puis 10 dans la boîte pour essayer de faire bouger les choses. Voilà. Ok, super, merci. Alors, où en êtes-vous chacun aujourd'hui en tant que collectif et à titre aussi individuel? À quel point est-ce que vous avez avancé et fait avancer les choses dans votre entreprise? Guillaume. Bon, je continue. Ouais. Donc déjà, une petite remarque. Donc, tout ce dont je vais parler ce soir, ça a 2 ans d'expérience entre 2020 et jusqu'au mois dernier, parce que je viens de changer de travail. Donc, je ne suis plus dans l'entreprise dont je vais parler ce soir, mais ça reste une très bonne expérience et plein d'acquis et de bonnes choses. Alors, où on en est? Alors, ça a commencé 2020, comme je l'ai dit, avec juste retrouver ce collègue qui avait les mêmes remarques que moi. Et puis, on s'est dit, on va essayer de faire bouger les choses. Donc, on est retourné vers la responsable
des bureaux et responsable du bâtiment. Et on a commencé à se dire, est-ce qu'on ne peut pas se voir une fois par mois pour discuter de ce qu'on peut arranger dans les bureaux d'un point de vue développement durable et écologie et tri, etc. Et puis, alors après, je ne me souviens plus trop, mais on a commencé à en parler autour de nous, et en fait, il y a plein d'autres collègues il y a d'autres collègues qui ont aimé l'idée. Et donc, le groupe a commencé à grandir. On a commencé à travailler sur des choses très précises, très concrètes, très petites, mais qui ont leur importance, comme le tri sélectif à la cantine ou le tri sélectif à l'entrepôt. Et après, une fois que ces petites actions ont été faites, on a fait OK, comment on peut prendre la prochaine étape. Et là, on a commencé à structurer, et on est même monté avec l'aide d'ailleurs d'Alumni for the Planet. Et je me souviens d'un atelier où j'étais le cobaye, et ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Donc, j'encourage tout le monde ce soir à être cobaye. Ça aide beaucoup. Pour passer à la vitesse supérieure et structurer notre travail en tant que groupe volontaire, mais aussi groupe d'action et de suggestion au sein de l'entreprise, avec un peu plus de planification, des sujets un petit peu plus, disons, élargis, et puis beaucoup plus de relations avec, par exemple, le management. Donc, mais on a continué en même temps à travailler sur des choses très concrètes au niveau des bureaux et de la vie tous les jours au bureau, mais aussi à commencer à toucher à des sujets comme comment on travaille avec tout ce qui est développement durable et dans les achats ou dans la conception des produits. Donc, on en est arrivé là. Donc, j'ai terminé il y a 2 mois en clôturant mon épisode dans cette entreprise et avec notre groupe d'action, avec toute une journée dédiée aux questions développement durable de la société, mais aussi d'un point de vue local. Le jour during Earth Day, journée de la Terre, c'était fin avril, je crois. Fin avril, c'est ça, avec toute une journée de conférences et d'ateliers au sein de l'entreprise. Et je reste en contact avec mon groupe, et j'espère qu'ils continuent et qu'ils vont continuer. Et je leur donne plein d'idées de ma nouvelle boîte déjà. Donc, voilà. Super, merci Guillaume. Et pour toi alors, Florian, où en es-tu? Voilà. Où en suis-je? Ouais. Et bien, de mon côté, du coup, comme je disais, 2020, année de prise de conscience, réflexion sur comment avancer. Et du coup, en septembre 2021, c'est là que je suis allé voir mon directeur d'agence pour essayer de mettre une démarche en place. Donc, en fait, je suis tombé sur une oreille assez attentive, ce qui était quand même un très bon point. J'ai trouvé un allié assez rapidement là-dessus. Donc, on s'est mis d'accord sur 2 grands objectifs, à peu près vers fin 2021, à tenir, qui allaient nous orienter un peu pour la suite. Donc, le premier axe de travail, ça allait être d'agir de façon significative pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre au sein de l'agence. Et donc ça passe par quoi? Ça passe déjà par savoir où est-ce qu'on en est. Donc faire un état des lieux des émissions de l'agence. Et du coup, on est passé donc en gros par un bilan carbone, hein. Donc ça, c'était le premier axe. Une fois qu'on a fait ce bilan carbone, le but, c'était pas juste d'avoir un bilan pour dire qu'on l'a fait, mais pour avoir un plan d'action précis avec des priorités, des actions à mettre en place dans le temps, sur le long terme, sur le court terme. Donc ça, c'était ce premier axe qu'on s'est défini. Et il y avait un deuxième axe parallèle qui me semblait important et pour le coup, dont je n'avais pas conscience avant, mais dont les webinaires d'Alumni for the Planet m'ont fait comprendre que c'était quand même quelque chose d'intéressant. C'était la partie sensibilisation, en fait. En parallèle du bilan carbone et des actions concrètes pour réduire les émissions, il y a un pan même de sensibilisation à mettre en place au sein de l'entreprise. Parce que c'est un sujet, en tout cas dans l'entreprise dans laquelle je travaille, qui n'était pas forcément abordé. Donc le but, c'était un peu de libérer la parole par rapport à ça, que ce soit plus forcément un tabou. Et puis aussi, c'est un sujet qui est quand même complexe, donc il n'est pas toujours très bien compris. Donc c'est intéressant aussi d'apporter un peu plus de connaissances. C'est intéressant d'échanger aussi avec les collaborateurs là-dessus pour voir comment ils se sentent et puis avoir des retours et des nouvelles idées. Et puis forcément, comme c'est un sujet qui peut être parfois clivant et qui touche aussi
aux actions individuelles, à la vie privée, aux habitudes, c'est quand même plus facile qu'il soit accepté si tout le monde partage les objectifs, si on en parle régulièrement et que les gens comprennent pourquoi est-ce qu'on fait ça. Donc il y avait tout ce gros axe de sensibilisation qui était un peu moins bien défini, puisque c'est la sensibilisation prend plein de formes. Mais le but, c'était on essayait de tenir un événement par mois de sensibilisation qui pouvait prendre la forme d'une conférence où on fait venir quelqu'un de l'extérieur, d'une fresque du climat qu'on organise en interne, des choses comme ça. Donc voilà, pas mal de formes un peu variées. Le but, c'était d'aborder des sujets différents tant qu'ils étaient en rapport avec la thématique écologique et principalement climatique, encore une fois, parce qu'il y a plusieurs sujets écologiques, il n'y a pas que le climat, mais pour l'instant, on s'est axé là-dessus. Et donc, du coup, on a démarré cette démarche vraiment en janvier 2022 de cette année. Donc, on a fait la collecte des données pour calculer le bilan carbone de janvier à avril à peu près. Pour ça, on s'est fait accompagner d'une société externe qui s'appelle 2 tonnes. Pour ceux à qui ça parle, en fait, c'est les gens qui ont créé l'atelier 2 tonnes, qui est un outil de sensibilisation justement, mais ils font aussi du consulting en fait et de l'accompagnement d'entreprises dans leur stratégie de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Et ils sont habilités à faire des bilans carbone, justement, certifiés, au sens de la méthodologie retenue par le gouvernement. Donc, on s'est fait accompagner par eux. On a collecté nos données sur l'année, le premier trimestre, en gros, 2022. Ça a été un petit peu long parce qu'il fallait chercher des données un peu partout. C'était la première fois qu'on faisait ça. Et puis, ça nous a permis d'avoir notre photo à l'instant T, notre état des lieux, en fait. On a eu les résultats en mai de cette année. Là, du coup, je les ai présentés en interne il y a quelques semaines, à différents niveaux, soit aux collaborateurs, soit un peu plus haut à la direction, à d'autres agences aussi. Donc là, on a obtenu les résultats du bilan carbone. Et là, sur l'été, on va travailler à la mise en place d'un plan détaillé avec des actions précises sur les différents postes d'émission pour savoir comment est-ce qu'on s'engage pour réduire tout ça sur les années qui viennent. Et puis aussi pour essayer de simuler un petit peu ce que donnent les différentes actions qu'on entreprend, parce que c'est vrai que c'est compliqué de savoir par quoi commencer, ça dépend de plein de choses différentes, de plein de paramètres, du contexte dans lequel on est, etc. Donc là, l'intérêt, c'est d'avoir vraiment quelque chose qui nous concerne nous, qui est représentatif de notre situation, et du coup de pouvoir prendre des actions adaptées par rapport à tout ça. Donc on va travailler sur ce plan d'action sur l'été. Et puis, donc ça, c'est le premier axe de bilan carbone. Et sur l'axe sensibilisation, du coup, comme je disais, on a fait à peu près un événement par mois. On a fait intervenir trois personnes externes, donc une personne de Time for the Planet, pour ceux qui connaissent, une personne de l'association Zéro Déchet Lyon, comme son nom l'indique, qui traite de la réduction des déchets, et un membre le fondateur de l'association On the Green Road, qui est une autre association lyonnaise, plus axée sur le transport, enfin pas le transport, le tourisme, et comment voyager de façon décarbonée et plus engagée. Donc voilà, c'est des sujets en fait très vastes, très variés. Il n'y a pas forcément un axe particulier à retenir. Le but, c'était vraiment de parler de plein de choses différentes. Comme je disais aussi, on a fait des fresques du climat parce que je me suis formé à l'animation et pour le coup, les fresques du climat, j'en ai entendu parler via un autre webinaire d'Alumni pour la planète, quelqu'un qui l'avait déployé dans son entreprise et c'est un outil de sensibilisation qui est vraiment, vraiment puissant en fait pour lancer le sujet climat, on va dire quelque part. Et puis on a par exemple participé à des événements plus ponctuels du type le challenge mobilité qui est organisé par la région ou un challenge Ma Petite Planète qui est une genre d'application sur smartphone où pendant un certain temps il y a des défis à réaliser et le but c'est qu'il y ait des équipes qui se challengent un petit peu. Donc voilà, pour ceux qui aiment bien les défis comme ça. Donc voilà, ça a pris plusieurs formes. Là, la semaine prochaine, on fait un atelier zéro déchet en gros pour apprendre à faire des produits du quotidien. Enfin, c'est plein de petites choses en fait. Mais le gros avantage de tout ça, de la sensibilisation, c'est qu'en fait, ça a un effet un petit peu démultiplicateur et exponentiel dans le sens où, à chaque fois, systématiquement, il y a des gens qui font des retours très positifs et puis qui disent, moi, depuis, j'ai changé telle chose ou j'en ai parlé à mon entourage, etc. Donc, c'est un vrai axe complémentaire du bilan carbone en lui-même, puisque, à la fin du bilan carbone, on aura notre plan d'action et ça va demander quand même des efforts au final. Donc, il faut que ce soit accepté aussi. Ça marche. Voilà où on en est, en gros. Alors, moi, j'ai juste une question. Tu as peut-être prévu d'en parler juste après, mais parce que c'est une question que nous avons souvent et je sais que la question s'est posée pour toi. Oui. C'est par rapport au temps que ça te prend de travailler là-dessus et dans le déploiement dans ton entreprise. Et je sais que tu as une réponse. Donc, effectivement, j'ai oublié de le dire. En fait, quand on a défini comment on allait travailler avec mon directeur, au départ, c'était une des questions. Et donc, on est parti sur un jour par semaine. Donc, j'ai un jour par semaine de mon temps alloué à ces sujets-là.
en plus du coup de la personne qui nous accompagnait du cabinet de Tom, et aussi d'autres personnes qui peuvent plus ponctuellement aider de façon pour le coup bénévole. Mais voilà, mon temps, c'est un jour par semaine. Et il y a aussi du coup une notion un peu de budget, effectivement, parce qu'il faut se faire accompagner par d'autres personnes ou faire venir des intervenants. Donc voilà, il y a un budget derrière ça. Mais c'est là où je dis que je suis quand même tombé aussi sur une direction qui était à l'écoute, c'est que ça n'a pas trop été un souci. Assez rapidement, ils étaient OK pour qu'on fasse les choses le mieux possible et donc qu'on y consacre du temps. Et pas que je fasse ça le week-end ou le soir, quoi. Mais donc effectivement, ça prend du temps tout ça. Surtout la partie bilan carbone sur la collecte des données, c'est quand même assez long. On a souvent tendance à sous-estimer, ça a été notre cas, mais c'était le cas, j'ai l'impression, de tous ceux qui se sont lancés dans cet exercice. On se dit que ça va aller vite, mais en fait, il faut aller voir beaucoup de personnes différentes. Il faut déjà se poser la question de qu'est-ce qu'on va prendre comme données ou pas. Et puis, ça fonctionne de façon itérative. Il faut aller de plus en plus dans le détail en fonction des résultats qu'on obtient. Faire pas mal de calculs un peu différents parce que chaque contexte va être différent. Donc, il y a une méthodologie globale, mais à chaque fois, il faut l'adapter un petit peu. Donc, voilà, en gros. Merci Florian. Alors, Guillaume, quels sont les principaux points clés dans ta stratégie de réussite? Qu'est-ce qui t'a vraiment aidé et qu'est-ce qui vous a aidé à arriver jusqu'où vous êtes arrivé aujourd'hui? Ouais, comme je l'ai mentionné, l'atelier de travail avec Alumni for the Planet, quand j'étais le cobaye, non mais vraiment, j'ai eu énormément Peut-être de pas appeler ça conseils. cobaye, mais acteur ou... Acteur, oui, j'étais pas cobaye, pardon pour le mot. Acteur, Oui. au centre d'intérêt. Mais ça m'a énormément de conseils. J'ai eu toute une liste de choses à faire, telles que trouver des alliés dans le comité de direction, aller parler de notre démarche et de notre groupe de travail dans les différents départements ou à différents directeurs. Je me souviens plus de tous les conseils, mais aussi structurer. On voulait aussi préparer un plan, enfin une roadmap pour quels sont les sujets sur lesquels le groupe veut travailler, et ensuite le présenter au directeur qualité. Un des conseils, ça a été, mais pourquoi pas inviter le directeur de qualité pendant cet atelier de travail pour faire la roadmap tous ensemble. J'ai énormément de conseils que j'ai rapportés à tout le groupe après l'atelier de travail. Donc, une chose. Et puis deuxièmement, l'autre clé de réussite, ça a été justement de parler, de pas rester dans notre coin. Et ça, j'ai poussé beaucoup dans le groupe qui voulait continuer avec des actions concrètes ou des analyses. Et j'ai mis l'accent sur tout ce qui est la communication au sein de l'entreprise envers l'équipe de direction, trouver des alliés qui peuvent être des partenaires dans le comité de direction, de la communication, essayer encore une fois, relatif au temps alloué. Moi, à l'inverse de Florian, c'était vraiment volontaire et c'était maximum peut-être quelques heures par semaine au grand maximum. Et c'était pareil pour tout le monde dans le groupe. Essayer de juste un petit post sur l'intranet, un lien sur un article ou juste une mise à jour sur une action en cours ou en parlant avec d'autres départements, on réalise qu'ils ont pris ou ils ont fait des choses très bien dans leur coin et ils ont réussi à avoir des résultats. Donc, on essaie de communiquer là-dessus. Donc, tout ce qui est communication vers en général, mais également trouver des alliés et parler à la direction, ça a aidé beaucoup. Merci Guillaume. Et pour toi, Florian? Oui, déjà, je suis 100% d'accord avec ce que vient de dire Guillaume, hein. Trouver des alliés en interne, c'est très important. Et voilà, et se focaliser peut-être plus sur les alliés qu'on trouve que sur les oppositions qu'il peut y avoir, même si personnellement, j'en ai honnêtement pas trop eu. Donc, c'est quand même bien positif. Mais voilà, ça ne sert pas à grand-chose de perdre du temps avec des gens qui peuvent être plus dans la critique. C'est bien d'avancer avec les personnes qui sont sur la même longueur d'onde que vous. Après, clairement, comme Guillaume, à l'Alumni for the Planet, je pense que vous l'avez compris, mais ça m'a beaucoup aidé. Comme je disais, pour plusieurs raisons, via le côté base de connaissances qu'il y a à disposition,
pour aussi, il y a une partie qui s'appelle, je crois, S'engager sur le site, qui liste un petit peu les différentes étapes et qui est vraiment bien faite. Et puis les webinaires, les témoignages et les groupes de travail en ligne, hein. Effectivement, ça permet de travailler sur sa démarche et voir comment amener tout ça. Donc ça, clairement. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme chose? Je vais noter quoi? Oui, moi, je pense que le fait d'avoir une vision long terme, c'est important aussi, dans le sens où c'est quand même un sujet qui peut prendre un petit peu de temps à être mis en place. Parfois, on a l'impression que les choses n'avancent pas trop, je trouve. Et puis d'un coup, tout se débloque en 2 jours. Donc, le côté un peu remous comme ça, vague, ça peut être parfois démotivant ou usant à la longue. Et personnellement, en tout cas, le fait d'avoir un objectif long terme, donc dans mon cas, par exemple, c'est de ne pas s'arrêter à l'agence de Lyon, mais de faire ça sur toutes mes agences qu'on a en France, parce qu'on est quand même un assez gros groupe. Et ben voilà, je sais que c'est là où je veux aller. Donc, du coup, ça permet aussi de laisser passer ces petits soubresauts qu'il peut y avoir de temps en temps. Donc, ouais, et puis la vision long terme, ça aide aussi, je trouve, donc à pas perdre pied, mais aussi à être plus convaincant quand on en parle, à mon avis. Et puis après, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme facteur de réussite? Là, je vais te faire plaisir, je pense, Gwenola, être dans la bienveillance et dans le non-jugement, je le dis pas juste pour te faire plaisir, honnêtement, c'est vraiment quelque chose. Parce que, en fait, comment dire, c'est un sujet, enfin, moi, je l'ai vraiment essayé de l'aborder le plus possible comme ça. Alors, c'est pas toujours facile, parfois on peut être un petit peu fatigué, etc., et être face à des comportements qui peuvent être un petit peu énervants, mais globalement, le fait de l'aborder de façon bienveillante et de ne pas juger les autres, justement, les autres se sentent pas jugés, enfin, il n'y a pas de côté moralisateur ou culpabilisateur. Du coup, on peut échanger plus librement, plus facilement sur ces sujets. Et en fait, enfin, moi, je me suis rendu compte que tous ceux à qui j'en parlais se sentaient vraiment concernés par ça, qu'ils étaient contents en fait, qu'il y ait des initiatives qui se lancent, qui suivaient ça de près, qui étaient motivés pour faire des choses. Et puis, du coup, ouais, ça permet d'aborder tout ça plus sereinement. Euh, et, et voilà, et du coup, ça légitime un petit peu aussi, je trouve, la démarche. Comment dire, on est peut-être un petit peu moins dans l'affect, quoi. Donc, et surtout, oui, un truc que je voulais dire, c'était ça. En fait, dans le non-jugement, même par rapport aussi à soi et comme on en était il y a quelques années, du style, si quelqu'un dit une réflexion, ça m'arrive parfois maintenant qu'il y a des gens qui disent des choses qui me semblent un petit peu choquantes puisqu'elles paraissent fausses. Enfin, en tout cas, on sent un peu des manques de connaissances parfois, mais en fait, je me dis qu'il y a quelques années, je pensais exactement la même chose, donc on n'est pas tous au même stade non plus. Euh, et voilà, chacun avance à son rythme. L'important, c'est d'avancer justement, dans le même sens. Voilà, un petit Super. Merci Florian. Guillaume, je te voyais faire des oui, oui, oui sur Oui, non, la mais tout à vision fait et d'accord. Tout à fait d'accord. Tout le à fait d'accord. non-jugement. Sur la vision, le non-jugement, la patience, et déployer aussi en interne. On a trouvé d'autres contacts. On s'est fait racheter il y a 1 an. La boîte s'est fait racheter pendant 1 an et on a en fait, ça a élargi la boîte et on a trouvé que en fait il y avait d'autres groupes qui faisaient exactement la même chose en Angleterre, en Californie, et on a aussi essayé de se contacter en interne pour échanger. Super. Bravo à vous. Et puis, nouvelle question. Quels sont pour vous les grands enseignements de cette démarche que vous avez entreprise? Alors, ça peut être à titre personnel ou à titre collectif, si vous en avez déjà parlé avec les personnes avec qui vous avancez ou vous faites avancer les choses. Guillaume. Alors d'un point de vue collectif, enfin, dans mon exemple, c'est pas si difficile que ça de commencer. Commencer avec des petites actions et c'est pas si difficile. Le plus difficile, c'est de passer à l'étape suivante. Et là, encore une fois, il y a eu un très bon atelier de travail avec Alumni for the Planet pour pouvoir passer à l'étape suivante, au niveau suivant. Et donc, c'est vraiment possible de faire des choses. Vous trouverez tout le temps des gens qui ont même les mêmes idées et qui veulent passer un peu de leur temps pour améliorer les choses au niveau du développement durable, responsabilité sociale. De mon côté, je pense que le plus grand enseignement, c'est au point de vue personnel, où, comme je l'ai dit avant, enfin, tout ce qui était
actions quotidiennes pour essayer d'aider aux problèmes climatiques ou aux problèmes relatifs au développement durable. C'est quelque chose qui m'intéressait, j'ai essayé d'y faire attention. Après, ça a été vraiment en 2020 et ce que j'ai commencé dans la boîte, ça a vraiment été un élément charnière, un moment charnière. Et c'est là où j'ai réalisé que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et bon, normalement, il n'y a pas mon ex-manager dans la réunion, donc je peux le dire, où les réunions hebdomadaires du groupe de travail, c'est quelque chose qui m'apportait beaucoup plus d'intérêt que même ce que je faisais à côté pour mon travail, parce que j'y trouvais beaucoup plus de sens que d'autres choses. Et j'ai commencé à réaliser que j'aimerais y passer beaucoup plus de temps et en faire toutes les questions de développement durable et d'écologie et d'environnement, de les intégrer beaucoup plus à mon travail. J'ai 15 ans d'expérience en logistique et supply chain. Et comme je l'ai dit, je viens de changer de travail la semaine dernière et je travaille toujours dans la logistique et supply chain, mais dans une boîte dans laquelle le développement durable et tout ce qui est responsabilité environnementale et sociale est au cœur de la stratégie du produit et des opérations. Et en fait, je pense que tous les 2 ans que j'ai passé dans mon ancienne boîte à mettre en place le groupe de travail, les webinaires Alumni for the Planet, et ça m'a aidé d'un point de vue personnel à réaliser ce que je veux faire dans ma prochaine étape de développement professionnel. Et je pense que ça m'a vraiment aidé. Et puis maintenant, j'ai pris la nouvelle étape dans mon développement professionnel. Et j'ai un travail en logistique et supply chain qui intègre totalement les questions environnement. Voilà. Peut-être que tu pourras aussi les aider à aller plus loin que là où ils sont. Ouais, faut que je rattrape quelques étapes. Ils sont déjà poste, assez loin. Mais le chemin est tellement large et vaste pour nous tous que je suis certaine que tu trouveras des choses à faire qui te tiendront beaucoup à cœur aussi. Très certainement. Mais ça me tient déjà à cœur d'avoir pu rejoindre cette entreprise et ce qui s'y passe. Merci Guillaume. Et pour toi, Florian? Les enseignements, du coup, au niveau personnel, le truc principal que j'en retire beaucoup de choses en vrai, mais la chose principale, c'est que la mise en action, ça permet de lutter contre tout ce qui est sentiment d'éco-anxiété. Moi, c'est quelque chose qui m'a pas mal touché dernièrement. Disons que, encore une fois, l'année 2020, je me suis bien renseigné, mais j'ai appris des choses, mais aussi je me suis rendu compte de l'ampleur du problème de faire pour changer. Donc, ça peut être un peu décourageant parfois, voire plus que ça. Et en fait, voilà, se mettre en action, se mettre en mouvement à n'importe quel niveau, ça aide à outrepasser un peu ce sentiment-là. Et puis, je me suis rendu compte que j'étais capable de faire des choses que je ne pensais pas sur tous ces sujets, même, je sais pas, animer des ateliers de sensibilisation. Honnêtement, il y a quelques temps, je ne pensais pas que j'en aurais été capable, et pourtant si. Donc, voilà, ça m'a appris beaucoup de choses, et plus généralement que ça, en fait, d'être plus aligné avec mes valeurs que j'avais jamais forcément verbalisées avant, mais en tout cas que je vois un petit peu mieux maintenant. En fait, dans la vie de tous les jours, c'est extrêmement important, plus important que beaucoup de choses, et ça franchement, je me sens en fait plus calme et plus apaisé dans ma vie de tous les jours grâce à ça aussi. Ça peut paraître un peu bizarre à dire, mais c'est vraiment le cas. Donc voilà, niveau personnel, ça m'a apporté beaucoup. On verra sur la durée, mais pour l'instant, c'est extrêmement positif. Et puis au niveau collectif, honnêtement, ce que ça m'a montré concrètement, j'avais un peu des doutes, mais c'est qu'en fait, voilà, encore une fois, je sais pas, 90-95% des gens sont vraiment touchés par ce sujet. Et voilà, quand on libère un peu la parole là-dessus, quand on commence à en parler, en fait, c'est pas toujours simple, mais en tout cas, c'est un sujet qui concerne tout le monde. Tout le monde s'en sent concerné. Et voilà, on arrive quand même à avancer dans le même sens. C'est super cool. Il y a plein de il y a des gens qui se proposent de faire des choses d'eux-mêmes. Les gens qui suivent avec attention. Donc, en fait, j'apprenais un petit peu avant de commencer qu'il y a des comportements un peu délétères, enfin, pas très forcément productifs. Et au final, encore une fois, j'en ai pas rencontré en fait, hein. Peut-être qui se cachent, ces gens-là, mais en tout cas, très majoritairement, c'est très positif au niveau du collectif. On arrive à avancer ensemble. Il y
On verra effectivement aussi avec la suite s'il y a des actions qui pourront être peut-être moins acceptées que d'autres, mais en tout cas, ça reste quand même globalement très positif jusqu'à présent au niveau collectif. Euh, et donc, et voilà, enfin, même de pouvoir échanger encore une fois, ça démultiplie l'impact, puisque je vois des gens qui font des choses dans leur quotidien, du simple fait qu'on en ait parlé, et puis qui en parlent à leur entourage, qui font changer des gens, qui s'inscrivent dans des associations, etc. Et, enfin, en étant resté tout seul dans mon coin, j'aurais jamais eu cet impact positif-là. Donc, ça m'a aussi montré ça concrètement. Donc, de beaux enseignements. Ouais. Ça fait du bien, ça permet à la fois agir et donc ne pas se laisser embarquer par toutes les réflexions et les peurs qui se déclenchent quand nous commençons à nous renseigner sur le sujet. Être plus aligné avec ce qui nous tient au fond à tous à cœur, c'est aussi extrêmement important. Et puis, ce n'est pas aussi compliqué que ce qu'il paraît avant de démarrer. Et ce que vous dites tous les deux, c'est très, très juste. C'est que l'impact, il est au sein de l'organisation dans laquelle vous êtes, mais il est déjà plus grand que ça, puisque même aujourd'hui, si vous n'êtes pas encore allé jusqu'au bout de là où vous avez envie d'aller, à savoir faire évoluer complètement la stratégie de l'organisation dans laquelle vous êtes, vous avez déjà contribué à mettre en mouvement dans leur vie personnelle et familiale et amicale un certain nombre de personnes qui, du coup, en parlent à leur tour et qui sont déjà en train de faire boule de neige. Et moi, j'avais envie de prendre un temps pour vous montrer à quel point nous avons tous cette capacité à avoir un impact qui est absolument énorme. Donc, continuez à poser vos questions. Hein. Nous reprendrons un temps tout à l'heure pour que vous puissiez creuser plus avec Florian et avec Guillaume. Et pour l'instant, et vous allez comprendre pourquoi Florian m'a parlé du non-jugement tout à l'heure, c'est que je vais vous partager. Donc moi, dans la vie, je suis consultante en leadership éthique et en fait, j'ai décidé de vous partager un repère qui est vraiment fondamental et qui va vous permettre de prendre conscience de à quel point nous avons tous cette capacité d'action qui est bien au-delà de tout ce dont nous avons conscience. Le point qui vient d'apparaître là, ben, c'est vous, c'est moi, c'est toute personne dans toute organisation humaine. Et puis cette personne, ben, comme nous tous, elle a un potentiel absolument fabuleux. Elle a un potentiel absolument incroyable parce que nous avons tous un potentiel de création, c'est-à-dire une capacité à avoir des idées, à proposer des choses, à trouver des propositions et des solutions qui est illimitée. Nous n'avons pas un quota d'idées par personne et par jour. Et nous avons aussi la capacité de les réaliser, de les concrétiser quand nous en avons envie. Parce que tant que nous n'en avons pas envie, ça, c'est autre chose. Et donc, ce potentiel absolument fabuleux que nous avons tous, nous n'en avons en général pas conscience ou très, très peu conscience. Et pour autant, et on n'a pas le temps, là, ce n'est pas le sujet de voir à quel point la science nous le démontre de plein de façons différentes, mais je vais juste prendre un exemple qui devrait vous parler, qui est que vous avez forcément déjà vu un petit enfant autour de vous. Un petit enfant a une capacité d'apprentissage qui est absolument fabuleuse. Un petit enfant va faire 2 à 3 000 essais avant de réussir à marcher. Ça veut dire que 2 à 3 000 fois, il ou elle va essayer, avoir des idées nouvelles, se faire mal, tomber, il y a des bleus, il y a des pleurs, et recommencer. Donc juste, je vous dis ça par rapport au chemin dans lequel vous êtes ou sur lequel vous avez envie de vous lancer, vous dire, OK, d'accord. Donc peut-être pas m'arrêter à 3 tentatives, 4 tentatives, comme ça pouvait peut-être être le cas pour vous ou pour nous d'une manière générale. Donc nous avons tous cette capacité-là. Et un petit enfant a une capacité donc, d'apprentissage qui est incroyable, une capacité de création, de créativité. Un enfant peut raconter, inventer des histoires de manière absolument extraordinaire, fabuleuse, jouer des heures avec une plume, un crayon. Et voilà. Et donc, cette capacité que nous voyons tellement chez le petit enfant, nous l'avons tous. Mais voilà, nous, la vie est passée par là, il y a eu des tas de choses et nous l'avons peut-être un peu oublié. Pour autant, nous l'avons. Et donc, ça crée quoi? Ça crée que nous fonctionnons de la façon dont nous avons l'habitude de fonctionner, avec à la fois toutes nos qualités, tout ce potentiel absolument fabuleux, et puis aussi tous nos manques, tous nos défauts, tous nos peurs, toutes nos croyances sur nous, sur les autres, tous nos jugements sur nous-mêmes et sur les autres.
Et puis, souvent, en fait, il y a des peurs en fait, qui font que nous pouvions manquer d'ouverture, être un peu en fermeture, pas être complètement ouvert vis-à-vis des autres, avoir un besoin un peu de contrôler les choses, pas oser dire, pas oser faire, pas oser passer à l'action. Et puis un jour, parce que c'est important, parce que ça vous tient à cœur, parce que vous découvrez que c'est possible, parce qu'un jour, vous avez entendu que quelqu'un a fait quelque chose et que vous vous dites, mais oui, bien sûr, c'est possible, moi aussi, je peux le faire, parce que vous entendez, vous savez que vous avez cette capacité, eh bien, cette personne-là décide de changer, décide de lâcher un peu la peur qui l'empêchait d'en parler autour d'elle, par exemple, de ce qui lui tient à cœur, ou qui fait qu'il y avait un peu de fermeture, un peu trop de contrôle. Et cette personne, donc, ouvre un petit peu. Pas énormément, hein, juste un petit peu. Lâcher un peu les peurs. Oser, ouvrir, être plus à l'écoute. Et donc, cette personne, elle va changer là. Et ça, c'est quoi? Eh bien, c'est son savoir-être. Notre savoir-être, c'est quoi? C'est ma manière d'être, c'est ma façon d'être. C'est tout ce que je vois, c'est tout ce que je pense, c'est tout ce que je ressens. C'est tout ce que j'accepte et ce que je n'accepte pas. Et là, on est dans le cœur du sujet par rapport à ce pourquoi vous êtes ici ce soir. C'est tout ce qui me tient à cœur et tout ce qui me dérange et crée des réactions chez moi. Et donc, cette personne décide d'y aller, de se lancer, d'en parler à quelqu'un d'autre, alors que ce soit au responsable hiérarchique de Florian ou au responsable des bâtiments pour Guillaume ou à d'autres personnes dans l'équipe. Voilà, juste décider, oser en parler. Et ça crée quoi? En fait, ça crée une évolution dans tous les savoir-faire. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où je suis un peu plus dans l'ouverture, un peu plus à l'écoute, ça va avoir un impact sur la façon dont je communique avec les autres. Ça va avoir un impact sur la façon dont je manage les personnes avec qui je suis en train de travailler. Nous sommes tous des managers, hein, que nous ayons des équipes ou pas. Nous travaillons tous avec d'autres personnes dans une entreprise. Donc, nous manageons ces personnes-là. Et donc, ça va avoir un impact sur mon management. Si c'est tout fermé, j'ai peur, ou si je suis dans le contrôle et tout ça, ou si j'ouvre, j'écoute, ça va avoir cet impact. Ça va avoir un impact sur ma vision des choses. Ben oui, si je suis plus dans l'ouverture, je vais entendre des choses. Je vais m'apercevoir que, tiens, j'ai bien vu là qu'il y avait une ouverture, il y avait un sourire, un soulagement quand je commençais à parler de moi, mon envie de bouger, de faire bouger les choses dans cette organisation. Donc, ça va créer des choses sur ma vision des choses. À partir du moment où je vois plus de choses, ça va aussi avoir un impact sur mes décisions, sur mes choix, sur mes stratégies. Donc, en fait, ça va avoir un impact sur la totalité de mes savoir-faire. Puis, ça ne s'arrête pas là. Forcément, à partir du moment où je commence à en parler à quelqu'un, à être un peu plus à l'écoute des autres, à chercher, identifier qui pourrait être un allié dans mon chemin, eh bien, ça crée des ouvertures, ça crée des personnes qui parlent, ça crée ce que vous avez dit tous les deux, Guillaume et Florian, de la créativité. Il y a des gens qui ont des idées, qui vont se proposer pour faire des choses. Et puis, si en plus, vous partagez à toutes ces personnes qu'elles ont la capacité de le faire, que c'est possible, qu'elles ont le potentiel pour le faire, bien entendu, elles vont y aller encore plus. Et puis, ça crée encore d'autres choses. C'est quoi cet espace-là, là? Eh bien, c'est l'espace des situations concrètes, nouvelles qui sont créées. Ben oui, j'étais tout seul, je disais rien, et maintenant, nous sommes un groupe de, comme tu disais, Guillaume, 2, 3, 8, 10. Voilà, nous sommes tout un collectif aujourd'hui. Et tiens, nous en avons parlé à une personne du comité de direction. Et tiens, une deuxième personne qui vient aussi en soutien. Voilà, donc ce sont des situations nouvelles, différentes, plus qualitatives, qui vont vraiment dans le sens dans lequel vous avez envie d'aller, qui se créent, qui sont créées. Et puis, il y en a en plus plein dont vous n'avez même pas conscience. Ben tiens, toutes ces personnes-là aussi, elles en parlent dans leur vie, elles font des changements dans leur vie personnelle. Avant qu'elles vous en parlent et qu'elles vous le disent, ça va prendre un certain temps, donc vous allez mettre longtemps à le voir. Pour autant, elles commencent à en parler chez elles. Donc, elles ont aussi elles-mêmes cette capacité à faire bouger les choses pour d'autres personnes. Et puis, en continuant là, eh ben, ça crée quoi? Ça crée exactement ce pourquoi nous sommes tous là aujourd'hui. Ça crée des impacts et des effets sur la planète, sur les êtres humains, sur les générations futures, et alors sur nous tout de suite maintenant déjà, là, parce qu'il suffit de regarder la météo qu'il y a en ce moment à Lyon ou
très là-haut pour toi, Guillaume, dans le Stockholm. nord, où tu as 30 degrés en ce moment, alors que dans ton pays, dans le pays où tu es, normalement, il devrait faire carrément plus froid que ça, et où il fait 17 degrés à Paris et il fait froid. Et nous sommes quasiment début juillet. Voilà, donc nous le vivons tous les jours au quotidien. Et là, eh bien, c'est pouvoir créer les conditions et permettre d'avoir le plus grand impact positif possible sur toutes ces personnes. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire plus de qualité pour moi. Plus de qualité, c'est ce que vous avez partagé tous les deux. Et pourtant, je ne vous avais pas briefé. Hein. C'était vraiment la question. Je vous avais prévenu des questions, mais vous avez mis dedans ce qui vous tenait à cœur. Tous les deux, vous avez partagé à quel point ça avait été positif pour vous. Ben oui, parce qu'à partir du moment où nous nous autorisons ça, à partir du moment, et là c'est là où je reviens sur le non-jugement dont tu as parlé tout à l'heure, en fait, il y a quelque chose qui va vraiment être essentiel pour aider là, c'est le non-jugement. Le non-jugement, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est pas casser, c'est pas de critiques négatives, c'est pas de toutes ces choses qui cassent et qui sont de l'ordre de non-jugement sur moi, mais j'y arriverai jamais, mais c'est même pas la peine que je me lance dans ce truc, de toute façon, ça marchera pas, je pourrai pas, qui est-ce que je suis? À mon poste, je pourrai jamais rien faire. Ça, c'est le jugement sur nous-mêmes. Puis il y a le jugement sur les autres. Ah ouais, non, mais de toute façon, s'il avait dû bouger, il l'aurait déjà fait, donc de toute façon, il n'entendra jamais, nan, nan. Et donc, tiens, j'essaye même pas. Voilà, donc le non-jugement sur nous-mêmes et sur les autres. Et c'est ça qui nous aide vraiment à pouvoir ouvrir et à nous lancer dans des démarches dans lesquelles vous êtes tous, dans lesquelles vous êtes en chemin. Et ça crée quoi? Ben, ça crée d'abord plus de qualité pour moi, d'abord. Et puis ça crée plus de qualité dans tous mes savoir-faire. Et puis ça crée un collectif et ça crée un déploiement et ça crée un mouvement. Et ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire beaucoup plus de résultats avec moins de travail, beaucoup plus d'impact avec moins de stress. Donc ça vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine de ce que nous appelons en leadership éthique le repositionnement. Et le repositionnement, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui vient d'apparaître sur votre écran. Eh bien, c'est une prise de conscience. Ok, d'accord, il se passe des choses qui ne sont vraiment pas qualitatives et j'ai envie et j'ose et j'avais peur pour l'instant et j'y allais pas. Et donc, j'ai cette prise de conscience et je prends une décision et j'y vais et j'ose. Et c'est le démarrage de quelque chose d'extrêmement positif avec un cercle très, très vertueux dont ont pu vous parler Guillaume et Florian. Et donc voilà, donc moi je vais arrêter le partage. Je voulais vous partager ces deux points clés. C'est à quel point le non-jugement, et vous allez voir, et vous l'avez déjà expérimenté de toute façon, à quel point nous avons tous cette habitude de nous juger et de nous casser, de dire ben voilà, et puis si je n'ai pas réussi, c'est que de toute façon j'y arriverai jamais ou j'essaye même pas, ou de projeter sur les autres nos propres jugements et il n'entendra jamais, de toute façon c'est lui qui décide et il n'a pas envie et tout ça. Et ce que tu disais aussi tout à l'heure, qui est bien vous rappeler que quelle que soit l'étape et la prise de conscience, enfin le niveau de conscience en fait et de prise de conscience de l'état du monde et de l'impact, besoin que nous avons tous de bouger. Donc quel que soit leur niveau de conscience en fait à vos interlocuteurs, eh bien il y a 2 mois, 6 mois, 2 ans, 5 ans, 10 ans, et ben vous-même c'était ça. Donc voilà, il n'y a aucune raison de juger, mais juste de constater, remplacer le constat à la place du jugement. Et c'est sur cette base-là, en fait, que vous allez pouvoir trouver beaucoup plus facilement les mots et les façons de créer un échange vraiment de personne à personne et pas de fonction à fonction, moi dans mon poste et vous dans votre poste de direction, mais voilà, moi, ce qui est important pour moi, ce qui me tient à cœur, ce que j'ai envie de faire, et je sens que, et les enjeux, et vous vous adressez à une personne en face de vous. Et waouh, déjà ça crée une ouverture immense. Je vais vous proposer maintenant, sur la base de tout ce que vous avez entendu, des premiers partages que vous ont fait Guillaume et Florian, sur la base aussi de ce que je viens de vous partager, eh bien, je vais vous proposer maintenant de vous répartir en sous-groupes pour pouvoir prendre un temps pour vous avancer vous-même. Alors, je vais mettre dans le chat
un lien vers un document de récolte, ce qui va vous permettre en fait de vraiment retenir et noter non pas tous vos échanges, mais vos prises de conscience. Quelle est la substance, la substantifique moelle des échanges que vous allez avoir. Et donc, dans ces moments d'échange, vous allez être en petits groupes et je vous invite vraiment à commencer à appliquer le non-jugement sur vous-même pour oser y aller, partager là où vous en êtes et ce qui vous tient à cœur et ce que vous auriez envie de faire sans vous dire « Ah ouais, mais si je le dis, il faut que je le fasse. » Non, là, c'est vraiment, nous sommes dans l'ouverture et nous connecter tous à ce que nous avons envie de créer, à quoi nous avons envie de contribuer. C'est ce que et Guillaume et Florian vous ont partagé, à quel point le fait d'avoir une vision globale, c'était important, une vision long terme. Là, il est question de ça tout de suite maintenant. Et puis, ce temps-là, il n'est pas dédié à faire du networking, il est vraiment dédié à avancer ensemble. Donc, vous pouvez bien entendu laisser vos noms, vos coordonnées respectives pour pouvoir continuer les échanges par la suite et faire ce networking. Mais voilà, ce temps-là, il est vraiment dédié à vous pour vous permettre d'avancer, puisque c'est pour ça que vous êtes là ce soir. Donc, ce temps d'échange, il va porter sur, pour chacun d'entre vous, dans votre environnement professionnel, de ressentir où sont les possibilités d'agir. Qu'est-ce que vous avez envie et pas qu'est-ce qu'il faut faire. Attention, là, il n'est pas question de porter un truc hyper lourd, mais de, voilà, qu'est-ce qui vous porte, vous? Qu'est-ce que vous avez envie de proposer? À quoi est-ce que vous avez envie de contribuer? Donc, en synthèse, si tout était possible, comment est-ce que vous voudriez voir évoluer votre entreprise? Quel impact est-ce que vous voudriez qu'elle ait sur le monde? Welcome back. Bon, eh bien, écoutez, je vous propose de reprendre un temps pour repartir en sous-groupe, pour voir maintenant, par rapport à ce que nous avons vu tout à l'heure sur ce principe du repositionnement, quels sont les repositionnements, et notamment dans votre savoir-être, donc dans votre manière d'être, dans votre façon d'être, quels sont les repositionnements que vous avez besoin de faire pour avancer dans ce projet de transformation dans lequel vous vous êtes lancé? Qu'est-ce que vous ressentez que vous devez dépasser, soit pour vous lancer et passer à l'action, soit pour passer à l'étape d'après? À tout à l'heure. Vous allez maintenant repartir, mais c'est un temps individuel. Et la question que nous vous posons là, elle est concrètement, comment est-ce que j'agis pour mon repositionnement et sur le projet? Quelle sera ma première action demain matin? Là, l'idée, c'est vraiment que vous profitiez de ce temps et de tout ce que vous avez entendu et vu pour vraiment créer votre plan d'action et quelle est la première chose que vous faites demain matin. Et voilà, nous avons une liste de questions aussi pour vous aider qui sont quelles sont les personnes ressources, les personnes qui sont les plus ouvertes, sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer pour vous aider. Quels sont les projets dans l'entreprise ou l'organisation dans laquelle vous êtes en ce moment qui se prêtent peut-être plus à commencer à avancer, à aborder des sujets expérimentés et à amorcer le changement que vous souhaitez. Donc, toutes ces questions sont toujours dans le document dont vous avez le lien. Vous n'êtes pas obligé, bien entendu, là c'est un temps plus personnel, vous n'êtes pas obligé de partager ces réflexions qui sont les vôtres et votre début de plan d'action. Après, il y a, en général, il y a un certain nombre de personnes qui ont aussi envie de partager dans le groupe. Donc voilà, sentez-vous libre de partager ou pas. Et donc, quelques instants pour concrètement, comment est-ce que j'agis pour mon repositionnement et sur le projet que j'ai envie de mener à bien? Quelle sera ma première action demain matin? Quelles sont les personnes ressources, les personnes qui sont les plus ouvertes, celles sur lesquelles je vois que je vais pouvoir m'appuyer pour avancer? Quels sont les projets qui se prêtent le plus pour expérimenter et amorcer le changement que je souhaite lancer et auquel je souhaite contribuer? Bon, si c'est bon pour tout le monde, comme vous avez tous gardé ça pour vous, je ne sais pas si vous avez fini ou pas, parce que personne n'écrit dans le document partagé. Eh bien, je propose que nous puissions prendre un temps pour répondre, en fait, que Guillaume et Florian puissent répondre aux questions que vous avez posées, en commençant par celle de Marius.
qui est plus générique que spécifique à ce que vous avez mis en place chacun, mais qui nous partage que ce qu'on lui dit souvent, c'est que si on considère les ordres de grandeur, nous ne sommes qu'une goutte d'eau dans l'océan et qu'il y a 5 pays qui ont la capacité de résoudre les problèmes climatiques, dont la France ne fait pas partie, puisque c'est la Chine, l'Inde, le Brésil, les États-Unis et la Russie. Et quelle réponse est-ce que vous apportez quand vous avez cette question? Oui, question très générale. Vous Pour pouvez ma ne part, pas avoir de réponse, hein, c'est possible aussi. non, j'allais répondre. J'ai pas autant lu et regardé que Florian, donc il apportera peut-être une réponse un peu plus, un peu plus pas correcte, mais non. J'allais dire que oui, c'est peut-être vrai. Après, pour en revenir à ce que tu expliquais, Gwenola, avec le repositionnement personnel et tout démarre avec. Enfin, pour ma part, ça m'apporte aussi de la satisfaction personnelle de faire tout ça. Et ça a de l'importance pour moi, pour mes enfants et donc indirectement pour mon entourage petit à petit. Et même si j'affecte le positionnement, j'impacte le positionnement de mon premier cercle social, même si c'est seulement 50 personnes, oui, ça va pas changer le monde, mais de ma part, ça m'apporte de la satisfaction personnelle et je me sens mieux comme ça. Donc voilà, ouais, j'allais répondre comme ça. Merci Guillaume. Florian. Oui, tout à fait. Cet argument, c'est quelque chose qu'on entend assez souvent. Personnellement, dans mon entreprise, il y a quelques personnes qui me l'ont dit, effectivement. Et c'est une question qui est tout à fait compréhensible. On pose la question de pourquoi est-ce que nous, en France, on fait des efforts si la Chine ne fait pas des efforts, etc. C'est souvent résumé en un argument du type la France, c'est que 1% des émissions. Il y a en fait beaucoup de choses à dire là-dessus. Ça prend un peu de temps à chaque fois à expliquer, mais déjà le fait que le côté la France c'est qu'1% des émissions, c'est pas forcément vrai, ça dépend comment on compte. Est-ce qu'on compte en émissions sur le territoire national ou est-ce qu'on compte en empreinte carbone, ce qui est déjà plus du tout la même chose, que l'empreinte carbone moyenne d'un Français est plus élevée que celle d'un Chinois, etc. Si on prend la responsabilité historique, enfin il y a plein de choses à dire, mais peut-être pour être plus pragmatique, si les personnes qui disent ça ont besoin de pragmatisme, on va dire, de se dire, OK, c'est pas à nous de faire les efforts en premier. En fait, il n'y a pas forcément le choix, puisque si on parle de pénurie, enfin de ce qui va devenir, de toute façon, il faut aussi s'engager pour changer. Mais il y a le côté, si ce qu'on veut, c'est convaincre quelqu'un qui est plus gros que nous, donc si c'est la France, ça va être la Chine, mais ce discours, il se retrouve à plein de niveaux différents. Par exemple, pour un consommateur, ça va être c'est telle entreprise, pour un citoyen, ça va être l'État qui doit bouger. Enfin, il y a toujours une façon de se rejeter la faute dessus. Mais si on veut convaincre quelqu'un d'autre de changer, de toute façon, le mieux, c'est de commencer par soi-même, puisque la première chose que la personne ou l'entité va vous rétorquer, ça va être, OK, vous me demandez de changer, mais qu'est-ce que vous faites vous concrètement? Et je dis ça, c'est pas juste des paroles en l'air. Nous, dans notre boîte, en fait, notre bilan carbone, ce qu'il a montré, c'est que notre impact le plus important, c'était pas directement chez nous, c'était ce qu'on vendait, nos services. En fait, c'est presque toujours comme ça dans le tertiaire. Mais du coup, ça fait que c'est quelque chose sur lequel on peut pas jouer directement. On doit aller convaincre nos clients aussi de changer là-dessus. Et en fait, les clients, quand on leur parle de ça, d'eux-mêmes, ils nous le demandent d'ailleurs, ils nous disent, OK, vous voulez nous aider à réduire l'impact de ce que vous nous demandez, etc. Mais qu'est-ce que vous faites déjà chez vous? En fait, montrez-nous que vous êtes vertueux chez vous. Et du coup, c'est voilà, pour être purement pragmatique, c'est se dire, de toute façon, il n'y a pas le choix, il faut déjà changer soi avant de pouvoir changer les autres, que que les autres soient des voisins, des collectivités, des entreprises ou même d'autres pays. Donc voilà. Enfin, en gros, c'est difficile de répondre comme ça, mais il y a beaucoup de choses à dire. Mais moi, je le vois plus comme, de toute façon, ce genre de discours favorise qu'une seule chose, c'est l'inaction. Donc, ça ne sert pas spécialement à grand-chose de se poser la question en ces termes-là, quoi. Moi, j'ai Voilà. juste envie d'ajouter que ces 5 pays, comme tous les autres, sont exclusivement composés de personnes comme vous et moi, et que c'est aussi la mise en mouvement de chacune de ces personnes ou du plus grand nombre qui permettra d'atteindre le point de bascule. Et je disais aussi, parce que Marius a été déconnecté et est revenu quand vous étiez encore en salle de réunion. Pardon, la personne dont le nom apparaît en tant que Marius. Et je lui disais aussi d'aller voir le site Bon Pote, parce que je sais que Thomas Wagner a préparé des tas de réponses très circonstanciées sur les objections les plus courantes. Donc,
Deuxième question, avez-vous lancé le déploiement de la norme ISO 26000 dans vos entreprises respectives? Aucune idée, pardon. Non, moi, non. La réponse est non. Bilan carbone en première étape. Mm. Si l'on entre plus dans les détails, avez-vous mis en place une nouvelle organisation ou un comité d'ambassadeurs, par exemple? De mon côté, alors pas forcément de nouvelle organisation, on a essayé de trouver on peut les appeler des ambassadeurs, en tout cas des gens qui sont encore plus motivés que la plupart des autres sur ces sujets-là, en créant voilà, des petits groupes de réflexion. Pour l'instant, c'est pas encore allé très loin dans le sens où il n'y a pas d'équipe avec du temps alloué là-dessus. Dans mon entreprise, en tout cas, il y a que, pour l'instant, je suis le seul à avoir du temps dessus. Par contre, donc là, c'est au niveau de l'agence dans laquelle je travaille, mais au niveau du groupe, de l'entreprise dans laquelle je suis, au niveau du groupe, il y a un chantier qui a été lancé sur justement comment, en gros, si je résume très succinctement, décarboner nos métiers, quoi. Comment se former. Alors, nous, on est dans l'informatique, donc en gros, c'est des notions d'éco-conception, de sobriété numérique, etc. Des choses qu'on ne maîtrise pas du tout, que les clients commencent à nous demander vraiment, même dans les appels d'offres maintenant, donc c'est du concret. Et donc, en fait, c'est de réfléchir là-dessus. Donc, il y a clairement une équipe là-dedans. Donc, je suis pour rien dans le fait qu'elle se soit montée. Mais en tout cas, j'en fais partie. Et voilà, il y a des personnes identifiées sur ce sujet-là. Donc, c'est oui, un peu un nouveau sous-groupe au sein de notre entreprise qui va réfléchir sur cette notion très importante de, en gros, comment réduire l'impact de notre métier, en fait, qui est là où on a le plus gros levier d'action. Je ne sais pas si ça répond exactement à la question. J'ai mal compris, mais en tout cas, c'est ma réponse. Guillaume, tu as quelque chose à... Oui, de mon côté, oui, bah, comme on s'est structuré en un green group, comme on s'appelait, et mais encore une fois, c'était du volontaire, mais on se voyait une heure toutes les 2 semaines. Donc ça a été un groupe d'action bien défini, et également une force de suggestion dans d'autres forums comme la réunion mensuelle qualité environnement ou autre. Donc oui, il y a eu un nouveau comité, mais ça n'a pas changé l'organisation de la boîte. C'était un nouveau groupe de travail, d'action. Merci. Autre question, comment avez-vous, puisque la question c'est comment identifier les leviers de changement disponibles dans nos organisations, donc pour vous deux, comment est-ce que vous avez identifié ces leviers de changement? Je ne sais pas si je comprends bien la question, les leviers de changement du style pour réduire notre impact environnemental, par exemple. Alors, je propose que Alain puisse répondre Oui, directement à c'est ta ça, en question. fait. En arrivant dans l'entreprise et en vous disant, j'ai envie que l'entreprise devienne plus vertueuse, comment avez-vous identifié les premiers leviers de changement? Ok, ouais, effectivement, ça a été une vraie question de mon côté, en tout cas, au départ, puisque, comme je disais tout à l'heure, on peut entendre beaucoup de choses très différentes sur ce sujet. Si on commence à dire, OK, on veut changer les choses pour avoir moins d'impact, si je caricature, il va y avoir des gens qui vont dire qu'il faut enlever les touillettes en plastique à la machine à café, d'autres qu'il faut commencer par mettre des vélos, etc. Et on ne sait plus trop par quoi commencer, ce qui est utile ou pas en fonction du contexte. Et donc, alors, il y a les questions environnementales en général, mais sur la question climatique en particulier, donc de l'impact carbone, pour moi, la vraie réponse à ça, c'est commencer par faire un bilan carbone. En fait. Le bilan carbone, c'est vraiment l'outil qui permet ça, qui permet d'identifier des leviers d'action, de savoir sur quoi on a la main, les ordres de grandeur aussi, de savoir si on met telle action en place, est-ce que ça a plus d'impact que telle autre. Et c'est vraiment le gros intérêt de cet outil, et c'est pour ça qu'il a été fait, parce qu'il peut y avoir un peu de mécompréhension sur le bilan carbone. Souvent, on a tendance à le penser en termes de responsabilité, de se dire, voilà, c'est le but, c'est que chacun se compte ce qu'il y a chez lui. L'intérêt du bilan carbone, c'est pas ça, c'est plus de le voir en termes de levier d'action et de voir toutes les possibilités d'agir qu'on a, tout ce sur quoi on a la main, que ce soit de façon directe ou indirecte. Donc, on compte aussi des choses qui ne sont pas directement chez nous. Mais en tout cas, voilà, ça permet d'avoir tout un panel d'actions possibles et de savoir sur quoi axer en premier en fonction de ce qui est le plus impactant et plus simple à mettre en place. Donc, c'est pour ça qu'on a fait ce choix du bilan carbone. Voilà. Guillaume? Rien, non, bilan carbone, j'approuve. Merci. Donc ensuite, il y avait des échanges sur à quel point les diverses fresques du climat, de la biodiversité et les ateliers d'automne sont vraiment des bons outils pour sensibiliser
Voilà, c'était plus une suite d'un échange en sous-groupe, en fait. Ce n'était pas vraiment une question. Ensuite, la question ou le commentaire, les achats sont le porte-monnaie de l'entreprise. Acheter, c'est voter. Les achats et la RSE sont des partenaires naturels, donc coordonnés avec les achats. Le service communication sont également assez ouverts à ça et commencer le déploiement de la norme 26 000. Un commentaire, quelque chose que ça vous inspire, messieurs? Non, je suis plutôt d'accord. J'ai l'impression que c'était aussi pour compléter la question Oui. sur quels sont les leviers d'action en entreprise. Donc, la norme 26 000, personnellement, je ne suis pas spécialiste de ce qu'il y a dedans, mais ça doit sûrement être un, un bon outil aussi. Et effectivement, de toute façon, en fait, que globalement, derrière les changements qui sont demandés vont impacter tous les secteurs de l'entreprise, hein, que ce soit le secteur achat ou quoi. Donc, tous les partenariats à trouver sont bons, mais naturellement, effectivement, il y a peut-être des partenariats à gérer. C'est aussi souvent ce que le bilan carbone montre. L'impact, il est plus au niveau des scope 2 et scope 3, et c'est au niveau selon l'industrie ou l'entreprise dans laquelle on est. Mais avoir un impact soit sur les clients ou principalement sur les fournisseurs, et c'est super important d'avoir les achats qui sont sur la même longueur d'onde. Je rejoins. Moi, j'ai juste un petit bémol sur commencer le déploiement de la norme. En général, le mot norme fait peur à tout le monde et apparaît comme un truc énorme. Donc, je vous invite à lancer des choses et puis ensuite, ça viendra naturellement d'aller un cran plus loin, mais peut-être pas commencer tout de suite par des choses qui font peur d'une manière générale. Si vous voyez que ça crée des peurs dans l'organisation dans laquelle vous êtes, respectez aussi le rythme et le seuil de tolérance. Alors, Marius nous disait aussi en réponse, on peut ramener aux émissions par personne pour l'argument sur les autres. Comment faire changer une direction qui n'est pas à l'écoute des enjeux environnementaux et sociaux malgré différentes tentatives? Est-ce possible de trouver des alliés? Combien de temps dédier à cette volonté de transformation pour faire pression en interne ou mieux vaut-il trouver une autre voie professionnelle pour aligner ses valeurs à ses actes? J'ai promis à Séverine d'y répondre. Merci Séverine de poser la question dans le chat général. Alors, c'est dans beaucoup, et je l'ai entendu dans beaucoup d'ateliers Alumni for the Planet, c'était un obstacle, oui, avec peut-être une direction d'une autre génération ou dans une boîte où tout va bien et il n'y a pas forcément de demande des clients et ça continue. Donc j'ai entendu dire, Séverine, que tu as fait plusieurs tentatives vers le comité de direction sans retour. Il faut continuer via, pas forcément direct avec le comité de direction, mais dans une entreprise, il y a toujours des personnes qui font pas partie du comité de direction, mais qui sont malgré tout très influentes dans la boîte. Et ça peut être les achats, ça peut être les RH, ça peut être la communication, qui ont un pouvoir assez fort au niveau de comment la boîte fonctionne. Donc, si ça n'a pas marché en direct, essayez de contourner en trouvant des alliés qui sont déjà des alliés, pas au niveau enjeux environnementaux et responsabilité sociale, mais des alliés au niveau business et opérationnel envers le comité de direction. Parler à prendre une étape supplémentaire. Essayer de les identifier, ça peut être une chose. Après, oui, si ça fonctionne pas vraiment et si c'est super important pour toi, vaut mieux, oui, si ça te donne de la motivation et de l'énergie pour aller au travail tous les jours, vaut mieux changer dans une boîte qui partage plus tes valeurs. Mais il y a toujours des solutions pour contourner les obstacles. Florian, est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose? Oui, je suis d'accord avec ce qu'a dit Guillaume, hein, effectivement. Et cette question-là, je pense que c'est un peu la grosse question, justement, quand on se dit comment on bouge dans son entreprise. Est-ce qu'il vaut mieux changer les choses en interne ou aller voir ailleurs et essayer de rompre complètement avec le milieu dans lequel on est? Moi, je me suis posé la question personnellement et pour être honnête, j'ai hésité vraiment. Je n'étais pas loin de quitter l'entreprise et c'est là où le travail avec Alumni m'a quand même pas mal aidé.
Mais disons qu'on peut le voir comme, dans l'ordre logique peut-être des choses, ça serait déjà d'essayer de changer en interne au maximum qu'on peut, jusqu'à voilà, arriver, s'il y a un niveau de blocage, ben, la direction n'est vraiment pas du tout prête, bon, bah, c'est peut-être un signe qu'il faut changer. Mais après, pour essayer de faire changer la direction, si c'est ça le problème, c'est difficile à répondre comme ça, mais j'ai la sensation que si, c'est Séverine, c'est ça, tu trouves des alliés peut-être en interne d'autres personnes, en fait, s'ils se rendent compte au niveau de la direction que le mouvement est global, en fait, qu'il y a plusieurs personnes intéressées, ça peut faire changer les choses. Là, je peux prendre par exemple l'exemple assez, c'est un petit exemple particulier, mais de la fresque du climat que j'ai essayé de déployer en interne. Donc, moi, comme je le disais, je n'ai pas eu de problème à convaincre la direction. Je pense que mon directeur était déjà au fait de ces choses-là, mais par exemple, je voulais, puisque je connaissais la fresque du climat, que j'étais animateur, je voulais essayer de la déployer en interne. Et j'ai eu beaucoup de mal à le convaincre, parce que pour le coup, il ne connaissait pas du tout l'outil. Et c'est assez difficile d'expliquer ce que c'est que cet outil quand on ne connaît pas. Donc, du coup, je me suis dit, bon, bah, vu que ça n'a pas l'air de marcher, de déployer à grande échelle comme ça en convaincant la direction, on va le faire dans le sens inverse. Et donc, j'ai organisé une première avec 3 personnes. Elles sont parties en disant qu'elles avaient beaucoup apprécié. Elles en ont parlé autour d'elles, notamment au directeur d'agence. Et il s'est dit, ah bah tiens, je vais aller en faire une. Il a bien aimé aussi. Et puis, du coup, il en a parlé. Et après, du coup, on a enchaîné comme ça. Et en fait, c'était un peu le côté, voilà, il y a d'autres collaborateurs et collaboratrices qui sont venus aussi dire, bah, voilà, nous, ça nous importe. Donc là, c'était le sujet de la fresque du climat, mais ça peut être plus général que ça. Je pense que voilà, essayer de créer un effet un peu de masse en fait, en trouvant d'autres alliés, même si c'est des niveaux hiérarchiques plus bas, ça peut les faire changer là-dessus. Puis sinon, après, il y a les arguments, il faut trouver des arguments qui vont leur parler. Ça peut être des arguments du type image de marque employeur en disant que de toute façon, s'ils veulent recruter des nouveaux talents, comme on dit, on en a parlé avec Séverine, ouais, exactement, sur ce ces arguments-là. Ça peut souvent parler à la direction, ça. C'est un virage à prendre, puisque sinon, ils vont se retrouver à la rue. Enfin, bon. Avec de l'aide, par exemple, du département RH qui sont peut-être plus informés au niveau des problématiques actuelles ou de ce que recherchent les nouveaux talents et ce qui est important dans le recrutement à offrir. Encore une fois, essayer si ça ne fonctionne pas en direct, de contourner et d'aller voir d'autres départements qui vont pouvoir influencer le comité de direction et la direction. Et puis d'expérience, moi j'ai juste envie d'ajouter que souvent les comités, les directions comme ça qui ne sont pas ouvertes ou qui ne sont pas à l'écoute, c'est parce qu'elles sont... Alors il y a parfois où vraiment, ce n'est pas le sujet et là c'est très compliqué. Maintenant, souvent, dans la plupart des cas, c'est parce qu'en fait, elles sont très préoccupées par d'autres choses et ça leur fait carrément peur d'ouvrir la porte à ce sujet supplémentaire qui est vu comme « mais déjà, j'y arrive pas » ou « déjà, on a tellement de choses, je vais me prendre tout ça en plus ». Et donc, être aussi à l'écoute des réponses que vous avez, parce que c'est ça qui va vous donner l'argument, enfin, qui va vous donner des idées et des arguments sur, OK, donc je vois bien qu'en fait, ils ont peur ou que telle préoccupation, c'est ça. Et ça va vous donner des pistes pour pouvoir répondre. Si vous entendez les clients, bon ben voilà, c'est que demandent les clients. Tiens, au fait, moi, j'ai eu un client au téléphone où j'ai discuté avec le service, les ventes et tout ça. Donc, vraiment, écoutez ce qu'ils vous donnent comme réponse, parce que très souvent, ça vous donne là où eux sont bloqués pour l'instant et donc ça ouvre des voies, ça ouvre des portes pour pouvoir intégrer ça et mieux répondre et pas évacuer leurs problèmes, mais voir et leur permettre de montrer qu'en fait, ce que vous apportez va être aussi partie de la solution et non pas un problème supplémentaire. Énormément de directions voient ça comme un énorme problème en plus. À partir du moment où vous leur montrez qu'en fait, non, c'est aussi un biais et un vecteur de solution, de motivation et que vous arrivez à, c'est vraiment ce repositionnement, à présenter les choses avec tout le positif qu'elles vont entraîner, déjà là, ça respire un petit peu. Donc, et si je peux rebondir sur deux choses. Premièrement, au niveau des alliés aussi, on parle beaucoup des clients, des fournisseurs et des employés. Dans mon entreprise, ce qui nous a aidé aussi, c'est qu'on commençait à avoir des questions de la part des investisseurs. On était une entreprise en bourse et il y a des investisseurs qui commençaient à demander le rapport annuel de responsabilité sociale et développement durable et quels sont les objectifs. Donc, ouais, tout ce qui est département communication financière et avec investisseurs, ça peut être aussi un allié. Ils peuvent avoir des échos de la part des investisseurs et des actionnaires. Et je voulais rebondir aussi, je l'ai entendu dans un autre atelier de travail avec des consultants où, comme tu disais, Gwenola,
certains comités de direction ou PDG, ils veulent pas ouvrir la porte parce qu'ils voient dans les médias que c'est quand même un gros sujet. Et c'est parce qu'ils manquent de connaissances, d'informations. Ils ont un peu peur d'ouvrir cette porte. Et c'est au lieu de peut-être juste les approcher en posant une question directe, approcher avec un peu plus de données, de suggestions pour les mettre au goût, peut-être. Ouais. Ensuite, il y avait une autre question commentaire sur le fait qu'en fait la perte de biodiversité est tout aussi, si ce n'est plus préoccupante et urgente que le réchauffement climatique. Et comment est-ce que vous abordez ou pas ce sujet? C'est effectivement un énorme point. Il est apparu plusieurs fois dans les commentaires qu'il y a plusieurs limites planétaires. Il n'y a pas que le changement climatique, il y en a d'autres. Et il y a l'érosion de la biodiversité qui est, même l'effondrement, je pense qu'on peut dire, qui est encore plus préoccupante et qu'on traite encore moins. Moi, personnellement, c'est ce que je disais tout à l'heure, que le fait d'avoir une vision plus long terme, ça fait partie des choses que j'ai en tête, de ne pas s'arrêter juste à la partie climat. Pour moi, c'est un point de départ, en fait, le climat. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de quand même un peu plus connu que la partie biodiversité, de plus accepté, j'ai l'impression. Peut-être, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, c'est comme ça, mais en tout cas, j'ai l'impression que on peut plus facilement en parler en entreprise, donc c'est un point de départ, et c'est quand même déjà important. Ça permet de se lancer là-dessus, mais effectivement, à long terme, il faut s'attaquer à ce problème-là. Donc, comment s'y atteler actuellement? Moi, je n'ai pas encore de solution comme ça, toute faite, mais c'est clairement quelque chose qu'il faut avoir en tête dès le départ. Et par exemple, justement, dans le travail qu'on est en train de faire avec le groupe dont je parlais tout à l'heure pour réfléchir à comment faire évoluer notre métier, en fait, on est donc en train de rédiger des documents où on réfléchit aux convictions qu'on a, qu'on veut en tout cas inscrire. Et dès le début, moi, ce que je leur disais, et on s'est mis d'accord là-dessus, c'est de parler justement de toutes les limites planétaires et de dire qu'il n'y a pas que le changement climatique, etc. Donc, c'est de l'avoir en tête dès le départ. Après, on va voir comment ça évolue tout ça, mais clairement, il y a un énorme sujet là-dessus. Et il faut que les entreprises s'engagent là-dessus. Donc, sur le comment mobiliser les entreprises, actuellement, je ne sais pas vraiment répondre. Je pense que c'est un peu le même principe que sur le changement climatique. C'est en parler déjà, parce que je pense que le sujet est encore moins connu, donc ça va être beaucoup de sensibilisation pour que les gens en prennent conscience. Ramener un peu de rapport à la nature, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens dans ce cas-là, mais on est un peu coupé aussi dans des bureaux où on ne voit pas forcément ce que c'est que la nature quand on habite en ville. Donc, arriver à remettre ça un petit peu au cœur de la vie des gens. Et puis après, trouver des actions pour réduire notre impact. Enfin, là, voilà, c'est pas du tout dans ma tête encore, mais il y a un énorme sujet là-dessus, on est tout à fait d'accord. On ne parlait pas de biodiversité dans mon entreprise, mais quelque chose qui a été mis en place avant que j'y arrive. Encore une fois, ce n'était pas directement lié aux enjeux de la biodiversité, mais ça aide. Au sein de mon entreprise, on a installé 4 ruches. Et les jardins alentours n'étaient pas tendus et restaient en jachère pour les ruches. Après, c'était une boîte qui faisait des outils technologiques en mode caméra infrarouge, donc on utilisait aussi on pouvait voir les abeilles dans les ruches avec nos produits, donc c'était aussi lié au développement et aux produits de la boîte. Mais voilà. Encore une fois, on n'a pas installé des ruches pour le problématique de biodiversité, mais pour rebondir sur ce que tu disais, Florian, ça peut être une idée. Voilà. Après, toutes les boîtes ne peuvent pas installer des ruches. Peut-être quelques poules ou quelques lapins, je sais pas. Et je crois que d'une manière générale, choisissez aussi l'angle d'approche qui va résonner le plus par rapport au secteur d'activité dans lequel vous êtes, par rapport à... Exactement. Et utiliser tout. Ensuite, c'est vraiment une question de lancer un mouvement, lancer les prises de conscience, et puis après, c'est que le démarrage et c'est tirer le fil, et le chemin est effectivement très, 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 très long. Et donc, faites-vous aussi le cadeau de voir là où ça résonne le plus dans l'organisation dans laquelle vous êtes, parce que c'est peut-être beaucoup plus facile de commencer par là dans certaines organisations que sur un bilan carbone. Donc, nous avons tous besoin d'avancer globalement sur tous les sujets. Écoutez, merci beaucoup. Je viens de voir qu'un message est apparu.
D'accord, donc la ruche est-elle une bonne idée? Ok. En C'est tout peut-être cas, une mais fausse bonne c'est idée, je comme sais. tout. De toute façon, c'est comme tout. On apprend aussi en avançant et voilà. Dans tous les cas, merci beaucoup à vous tous. Merci Guillaume, merci Florian d'avoir pris ce temps pour nous partager vos expériences, vos réussites, vos points là où vous en êtes aussi, vos difficultés. Et merci à vous tous pour votre participation. C'était très, très riche. Et je vous invite vraiment à essayer, enfin voilà, rester en contact les uns avec les autres. N'hésitez pas, restez en contact avec nous. Venez au webinaire pour vous aider quand à un moment il y a une situation plus compliquée pour vous. Moi, et avant de laisser la parole à Guillaume et à Florian pour un mot de conclusion, je vous souhaite vraiment beaucoup de joie sur ce chemin qui n'est pas toujours évident, qui est long. Et donc, profitez, voilà, célébrez aussi la joie et toutes les belles choses que ça vous apporte parce que ça permet de garder de l'énergie et de l'élan et de l'envie pour continuer et aller un cran plus loin. Et messieurs, je vous laisse la parole pour conclure. Bah, non, mais juste merci Gwenola pour l'opportunité de partager mon expérience. Et puis j'espère à continuer à la partager. Et à tout le monde, il n'y a aucun problème pour me contacter pour des questions plus détaillées ou comment continuer l'action en entreprise. Et pour revenir sur ce qu'on discutait avec Florian, c'est mieux d'agir et d'être dans l'action que d'attendre et rien faire. Merci beaucoup. Merci Guillaume. Ouais, bah, pareil, merci beaucoup. Merci à toi déjà, Gwenola, pour tout le travail que tu fais et pour ce webinaire. Et puis, enfin, voilà, c'était des échanges très enrichissants. Ça fait plaisir de voir qu'il y a encore plein de personnes intéressées, puis des gens en mouvement. Il y a plein de choses possibles. Donc voilà, moi, quand je vois tout ce que ça m'a apporté, je peux conseiller à tout le monde de s'engager sur ces sujets-là, à n'importe quel niveau que ce soit, ça apporte forcément quelque chose. Voilà, et s'il y a des personnes qui veulent rester en contact, je ne sais pas si vous pouvez me demander mon adresse mail à Gwenola ou j'en sais rien, je ne sais pas comment ça. Vous pouvez, n'hésitez pas, oui, bien sûr. Contactez-nous sur la boîte contact et nous vous mettrons en contact. Voilà, en tout cas, merci à tout le monde. Merci beaucoup, bonne soirée, au revoir. Merci, au revoir.